Mesdames, levez-vous maintenant. Ces sièges ne sont pas les vôtres. La voix de l'hôtesse de l'air, Claire Dupont, tranche l'atmosphère feutrée de la cabine de première classe comme une lame affûtée, son ton chargé d'une autorité qui ne souffre aucune contestation. Son doigt manucuré, orné d'un vernis rouge éclatant, pointe directement vers deux jeunes femmes assises au siège 3 Ampères et 3B, dans un avion de la compagnie Air France reliant Paris à Nice. Les regards des autres passagers, jusqu'alors absorbés par leurs écrans, leurs livres ou leurs pensées, convergent instantanément vers la scène. Camille Dubois, l'aînée des deux sœurs, suspend son geste sur le clavier de son ordinateur portable, un MacBook aux lignes épurées, orné d'un autocollant discret d'une association caritative qu'elle soutient. À côté d'elle, sa cadette, Léa, retire ses écouteurs sans fil, interrompant une mélodie de Stromae qui résonnait doucement. Un silence lourd s'installe dans la cabine, un silence où l'on perçoit presque le bruissement des jugements implicites. « Pardon ?» répond Camille, sa voix calme mais ferme, ses doigts serrant légèrement l'accoudoir de son siège en cuir. « Vous m'avez entendu » réplique Claire, ses mains posées sur les hanches, son chignon blond impeccablement tiré, ne tremblant pas d'un millimètre. Il y a une erreur. Ces sièges sont réservés à d'autres passagers. Derrière, un homme en costume impeccablement repassé, Gérard Lefebvre, se penche depuis la rangée 4, son ton empreint de cette assurance caractéristique des personnes habituées à être écoutées. « Enfin, je l'avais dit, il y avait un problème quand je les ai vus monter à bord, » lance-t-il, sa voix portant juste assez pour que tout le monde l'entende. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, comment deux jeunes femmes se retrouvent au centre d'une confrontation qui va bientôt impliquer des agents de sécurité, des cadres de la compagnie aérienne et un ancien ministre de la République française, il faut remonter 3 heures plus tôt, dans le tumulte organisé de l'aéroport Charles de Gaulle. L'aéroport, ce matin-là, est une fourmilière grouillante, un balai chaotique de voyageurs pressés, de valises surchargées et d'annonces diffusées en français, anglais et arabe. Les familles traînent des bagages débordants de cadeaux, les hommes d'affaires pianotent sur leur téléphone, et une odeur de café hors de prix se mêle à celle du nettoyant industriel qui imprègne les moquettes. À la porte fin 2, les passagers du vol Air France à destination de Nice commencent à s'entasser. Camille Dubois, 27 ans, ajuste sa casquette de baseball bleu marine, un geste qu'elle a perfectionné au fil des années pour passer inaperçue. Fille aînée d'un ancien ministre de l'Intérieur, elle a appris à naviguer dans les espaces publics avec une discrétion étudiée. Assez aimable, pour ne pas sembler distante, assez réservée pour décourager les conversations prolongées. À ses côtés, Léa, 25 ans, fait défiler son fil Instagram sur son téléphone, montrant de temps à autre à sa sœur une publication amusante qui les fait rire discrètement. Les deux sœurs voyagent légers, avec des sacs à dos de marque et des bagages à main soigneusement organisés. Leur escorte de sécurité, 2 agents en costume sombre, se tient à une distance stratégique près de la porte d'embarquement, observant la foule avec une vigilance discrète. Après des années de protection rapprochée, les sœurs Dubois ont développé une communication presque télépathique avec leur équipe. Un léger signe de tête signifie que tout va bien, un geste subtil de la main demande un peu d'espace. Dans la foule, d'autres personnages se dessinent, chacun portant son propre univers dans ce microcosme qu'est l'aéroport. Gérard Lefebvre, 60 ans, PDG à la retraite d'une entreprise de luxe parisienne, vérifie sa montre Cartier pour la énième fois, agacé par l'attente. Il n'est pas habitué à être relégué au second plan, lui qui a passé des décennies à diriger des conseils d'administration. Sa femme, Isabelle, feuillette un magazine de mode, se plaignant doucement de ne pas avoir pris leur jet privé. « Parce que je ne dirige plus l'entreprise. Isabelle, tu te souviens ?» rétorque Gérard. Une pointe d'amertume dans la voix. La retraite, imposée par un conseil d'administration qui voulait du sang neuf, lui reste en travers de la gorge. À quelques mètres, Sophie Martin, une bibliothécaire à la retraite de 68 ans, observe la scène avec l'œil perçant d'une femme qui a passé 40 ans à déchiffrer les comportements humains dans les salles de lecture silencieuses. Assise près de la porte, elle lit un roman de Leila Slimani. Mais son attention est attirée par les 2 jeunes femmes en casquette, leur aisance discrète et la présence des agents de sécurité à proximité. Elle ne peut s'empêcher de noter la tension dans l'attitude de Gérard, qui jette des regards appuyés vers Camille et Léa, comme s'il cherchait à placer un souvenir qu'il ne retrouve pas. Non loin, Julien Wehan, 32 ans, un entrepreneur tech qui a fait fortune avec une application de livraison de repas, pianote sur son ordinateur portable, préparant une présentation pour une conférence à Nice. Ses lunettes rondes glissent légèrement sur son nez, et il marmonne quelque chose à propos des algorithmes. À ses côtés,
Une nouvelle venue dans cette histoire, le docteur Amira Ben Ali, 45 ans, une pédiatre et militante humanitaire, feuillette un rapport de Médecins sans frontières. Amira, d'origine algérienne, a l'habitude des regards scrutateurs dans les espaces publics, et quelque chose dans l'attitude de Claire, qui surveille la file d'embarquement, lui met la puce à l'oreille. Une autre passagère, Chloé Moreau, 22 ans, une étudiante en beaux-arts, griffonne dans son carnet de croquis, capturant les visages fatigués des voyageurs autour d'elle. Elle voyage seule, son sac rempli de fusains et de pastels, et elle observe la scène avec un mélange de curiosité et de détachement artistique. Enfin, Maria González, une jeune mère de 28 ans, tente de calmer son fils de 3 ans, Lucas, qui s'agite avec une peluche en forme de girafe. Maria, récemment arrivée de Lisbonne pour un poste de graphiste à Paris, observe tout avec une certaine retenue, mais son téléphone est prêt à filmer si quelque chose d'inhabituel se produit. Claire Dupont, hôtesse de l'air depuis 15 ans, se tient à l'entrée de la passerelle d'embarquement, son sourire professionnel vissé au visage. Elle se targue de savoir lire les passagers avant même qu'ils ne montent à bord. Les hommes d'affaires veulent de l'efficacité, les familles demandent de la patience, les voyageurs novices ont besoin d'être rassurés. Mais en observant Camille et Léa, quelque chose la dérange. Leur jeunesse, leur tenue décontractée, des baskets de créateurs, des sweats à capuche de luxe, et leur aisance tranquille dans la file prioritaire lui semblent déplacées. Probablement des influenceuses. Murmure-t-elle à son collègue Marc, qui scanne les cartes d'embarquement. Peut être, répond Marc, distrait, concentré sur la gestion d'un vol presque complet. On a quelques surclassements de dernière minute. Claire fronce les sourcils. Elle a déjà vu ce genre de situation. Des jeunes qui utilisent des points ou des astuces pour obtenir des sièges en première classe, prenant la place de vrais clients, ceux qui paient le prix fort. Cette pensée, qu'elle ne creuse pas davantage, la met mal à l'aise, comme une démangeaison qu'elle refuse de gratter. L'annonce d'embarquement résonne dans les haut-parleurs, et les passagers prioritaires s'avancent. Camille et Léa montent parmi les premiers, leurs mouvements fluides, presque chorégraphiés par des années d'expérience dans des espaces publics. « Bonjour », dit Camille en tendant sa carte d'embarquement à Claire. Celle-ci la scanne, et ses sourcils se haussent légèrement en voyant les sièges 3 ampères et 3B. Elle examine Camille plus attentivement, notant les baskets Gucci, le sac à dos Longchamp, la montre discrète mais coûteuse. « Surclassée ?» demande Claire, son ton suggérant qu'elle connaît déjà la réponse. « Non », répond Camille simplement, reprenant sa carte. Claire les regarde descendre la passerelle, une pensée tenace s'insinuant dans son esprit. Elle se tourne vers Marc. « Tu as vu leur nom ?» Marc hausse les épaules. « Non, pourquoi ?»« Rien, marmonne Claire. » Mais son esprit s'emballe déjà, tissant une histoire sur ces deux jeunes femmes, sur la manière dont elles ont pu obtenir ces sièges. Gérard et Isabelle montent quelques minutes plus tard, accueillis par Claire avec une déférence marquée. « Monsieur et Madame Lefebvre, bienvenue à bord. Vous êtes en 4 ampères et 4B aujourd'hui. » Gérard avait expressément demandé les sièges 3 ampères et 3B lors de la réservation, une demande confirmée par son assistante. En entrant dans la cabine de première classe, il constate que les sièges sont occupés par les 2 jeunes femmes qu'il avait remarquées à la porte. Camille installe son ordinateur, Léa démêle ses écouteurs, la mâchoire de Gérard se crispe. « Excusez-moi, dit-il à Claire, qui aide un autre passager avec son bagage. Il y a une erreur, nous devions être en rangée 3. Claire consulte sa tablette. « Je vois 4 ampères et 4B pour vous, Monsieur Lefebvre. »« C'est faux, insiste Gérard. »« Vérifiez encore. » Les doigts de Claire glissent sur l'écran. Le système indique que 3 ampères et 3B ont été réservés il y a 3 semaines. Vos sièges sont bien 4 ampères et 4B. Le visage de Gérard s'empourpre. 3 semaines? Mes billets ont été achetés il y a 2 mois. Il jette un regard vers Camille et Léa, maintenant absorbées par leurs appareils, apparemment indifférentes à sa présence. « C'est inacceptable, dit-il, haussant le ton, attirant l'attention de plusieurs passagers. Claire sent une alliance implicite se former avec Gérard, une complicité née d'un sentiment partagé que quelque chose ne va pas. « Je vais voir ce que je peux faire, Monsieur Lefebvre. Prenez vos sièges pour l'instant. » À la rangée 7, Sophie Martin, la bibliothécaire à la retraite, observe l'interaction avec un intérêt grandissant. Elle a passé des décennies à reconnaître les schémas de comportement, les tensions subtiles dans une salle, l'attitude de Gérard, l'empressement de Claire, les regards qu'il jette vers les 2 jeunes femmes,
Tout cela lui rappelle des scènes qu'elle a vues trop souvent dans sa carrière. Elle a enseigné dans des écoles publiques parisiennes, où des élèves brillants étaient parfois ignorés à cause de leur couleur de peau ou de leurs origines. À la rangée 12, Julien Nguyen, l'entrepreneur tech, remarque également la tension, bien qu'il soit plongé dans son code. Il n'a pas envie de s'impliquer, mais quelque chose dans l'attitude de Claire l'irrite. À la rangée 6, Amira Ben Ali range son rapport et écoute attentivement, son instinct de médecin et de militante en alerte. Chloé Moreau, à la rangée 10, commence à esquisser la scène dans son carnet, capturant l'expression tendue de Claire, le regard indigné de Gérard, et la posture calme mais vigilante de Camille. Maria Gonzalez, à la rangée 14, berce Lucas, tout en tenant son téléphone, prête à filmer si la situation dégénère. La porte de la cabine se ferme, l'avion s'éloigne de la porte d'embarquement. La démonstration de sécurité commence, mais Claire est ailleurs, son esprit fixé sur les deux jeunes femmes en 3 ampères et 3B. Elles sont trop jeunes, trop décontractées, trop... quelque chose qu'elle ne nomme pas, mais qu'elle ressent avec conviction. Alors que l'avion décolle, Paris s'effaçant sous les nuages, elle décide qu'une fois à l'altitude de croisière, elle vérifiera le manifeste des passagers plus attentivement. Il doit y avoir une erreur. Elle va la corriger. Elle ne fait que son travail, après tout. Camille referme son ordinateur, décidant de se reposer pendant la montée. Léa, plongée dans sa musique, tapote légèrement la coudoir. Aucune des deux ne remarque Claire, qui les observe depuis le galet, son expression durcie par une détermination froide. 40 minutes après le décollage, le voyant des ceintures s'éteint. Claire s'empare de sa tablette et consulte le manifeste avec une efficacité mécanique. Son doigt s'arrête sur la rangée 3. C. Dubois, L. Dubois. Les noms la frappent, mais au lieu de provoquer une prise de conscience, il renforce sa conviction. Dubois. Un nom connu, bien sûr, mais pas rare. Ces deux-là ne peuvent pas être les filles de l'ancien ministre. Elles auraient eu un traitement spécial, une escorte visible, des cadres de la compagnie pour les accueillir. Non, ce doivent être deux jeunes femmes profitant d'un nom célèbre pour obtenir des avantages. Elle montre l'écran à Marc. Regarde ça. Marc jette un coup d'œil. Dubois, comme le ministre? Ne sois pas ridicule, rétorque Claire. Si c'était vraiment elle, on aurait été prévenu. Il y aurait des protocoles. Ce sont clairement deux filles avec le même nom qui cherchent à se faire passer pour quelqu'un d'important. Marc semble hésitant. Je ne sais pas, Claire. Peut être qu'on devrait. Quoi? Laisser des gens abuser du système? Le ton de Claire se durcit. J'ai vu ça avant. Des gens qui utilisent un nom connu pour obtenir des surclassements, un meilleur service. C'est presque de la fraude. Mais leurs billets sont valides. Vraiment? Ou quelqu'un athée il fait une erreur en les surclassant à cause de leur nom sans vérifier. Claire est décidée. Gérard Lefebvre est un client fidèle. Il vole en première classe plusieurs fois par an. Ses filles, elle ne les a jamais vues. Elle s'avance vers la rangée 3. Son sourire professionnel remplacé par une détermination froide. « Levez-vous maintenant » répète-t-elle, plus fort cette fois, sa voix résonnant dans la cabine. Ces sièges ne sont pas les vôtres. Les passagers se tournent, Gérard se redresse dans son siège, un sourire satisfait au coin des lèvres. Camille reste calme, mais son esprit s'emballe. Elle et Léa ont déjà affronté ce genre de situation, des gens qui ne les reconnaissent pas, qui font des suppositions. D'habitude, cela se règle rapidement une fois les identités vérifiées. Mais l'attitude de Claire, sa posture agressive, indique que cette fois, c'est différent. « Je suis désolé, il doit y avoir une confusion », dit Camille, sa voix posée. « Nous avons des cartes d'embarquement pour ces sièges. » « Les cartes peuvent être erronées, » rétorque Claire. « Je vous demande de bouger maintenant. » Léa retire complètement ses écouteurs, regardant tour à tour sa sœur et l'hôtesse. Qu'est-ce qui se passe? Ces passagers, Claire désigne Gérard et Isabelle, ont la priorité pour ces sièges. Basé sur quoi? Demande Camille, sincèrement curieuse de l'explication. Claire hésite un instant, puis se reprend. Sur leur statut auprès de la compagnie, ce sont des clients de valeur. Et nous ne le sommes pas? La voix de Léa porte une pointe de défi. Un ton que Camille reconnaît comme le signe que sa sœur perd patience. Depuis la rangée 7, Sophie Martin détache sa ceinture et se lève. « Excusez-moi » lance-t-elle. « Quel est exactement le problème ici ?» Claire se retourne, irritée par l'interruption. « Madame, restez assise, s'il vous plaît. » « Cela ne vous concerne pas. »« Je pense que si, » réplique Sophie, avançant malgré le regard désapprobateur de Claire. « J'ai vu ces jeunes femmes embarquer correctement. Elles ont montré leurs cartes.
Elles sont dans leur siège attribué. Pour quelle raison leur demandez-vous de bouger? Gérard se lève à son tour. La raison, c'est que ce sont nos sièges. Nous sommes membres privilèges. Nous avons demandé la rangée 3. Sophie le fixe calmement. Et la compagnie a-t-elle confirmé ses sièges pour vous? Ce n'est pas la question, commence Gérard. Mais il est interrompu par Amira Ben Ali, qui se lève depuis la rangée 16. C'est précisément la question, dit-elle, sa voix portant l'autorité d'une femme habituée à défendre des causes. Soit les sièges vous ont été attribués, soit non. Ce n'est pas une question de statut ou de préférence, mais de billetterie légitime. Claire sent la situation lui échapper. Les téléphones sortent, certains passagers commencent à filmer. Chloé, toujours dans son coin, griffonne frénétiquement, capturant l'attention dans ses dessins. Maria, serrant Lucas contre elle, active discrètement la caméra de son téléphone. Marc reste figé dans le galet, hésitant à intervenir. Tout le monde doit se calmer, dit Claire, bien qu'elle semble la plus agitée. Je cherche simplement à résoudre un problème de siège. En exigeant que 2 passagères quittent leur siège légitime, demande Amira, sa voix tranchante. Sur quelle base, quelle politique vous autorise à déplacer des passagers de sièges qu'ils ont payés et qui leur ont été attribués? Le visage de Claire s'empourpre. Elle est habituée à ce que son autorité soit respectée dans la cabine. J'ai des raisons de croire qu'il y a eu une utilisation frauduleuse. Frauduleuse? Coupe Camille. Son calme vacillant. Vous nous accusez vraiment de fraude? Le mot résonne comme un défi, provoquant des murmures parmi les passagers. Julien Nguyen, depuis la rangée 12, intervient. Vous savez, je peux vérifier le manifeste sur l'application de la compagnie. Vous voulez que je regarde qui est censé être dans ces sièges? Ce ne sera pas nécessaire, répond Claire précipitamment. Mais Julien est déjà sur son téléphone. Dit-il. C'est Dubois, L. Dubois, siège 3 ampères et 3B, réservé il y a 3 semaines, payé, confirmé. Ça me semble clair. Gérard s'assombrit. Dubois? Elles prétendent être. Nous ne prétendons rien, dit Léa fermement. Nous essayons juste de voler jusqu'à Nice dans les sièges que nous avons payés. Claire sent son erreur, mais elle ne peut plus reculer. Elle a trop parlé, trop accusé. J'ai besoin de voir vos pièces d'identité, insiste-t-elle, comme si cela pouvait justifier ses actions. Camille fouille dans son sac. Mais Léa l'arrête. Non, nous n'avons rien à prouver. Nous avons montré nos cartes d'embarquement. C'est tout ce qui est requis. Amira hoche la tête. Elle a raison, Sophie renchérit. Avez-vous vérifié l'identité de M. Lefebvre? Ou avez-vous simplement cru sur parole qu'il méritait ses sièges? La question frappe comme une gifle. Claire réalise qu'elle n'a pas demandé de vérification à Gérard. Elle l'a cru, a partagé son indignation, a supposé qu'il y avait un problème avec 2 jeunes femmes noires en première classe. C'est différent, balbutie-t-elle. Comment? Demande Amira, sa voix portant le poids de toutes les fois où elle a dû poser cette question dans sa vie. La cabine devient un tribunal improvisé, les passagers observant, jugeant. Même ceux qui semblaient initialement soutenir Gérard paraissent mal à l'aise. Isabelle tire sur la manche de son mari. Gérard, assieds-toi. C'est embarrassant. Mais Gérard, habitué à imposer sa volonté, refuse de céder. Je veux parler au commandant. Le commandant pilote l'avion, intervient Marc, trouvant enfin sa voix. Monsieur, prenez votre siège. Camille sort son téléphone. J'appelle notre coordinatrice de voyage, dit-elle, choisissant ses mots avec soin. Claire s'avance. Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone en vol. Nous sommes à l'altitude de croisière, rétorque Julien. Les téléphones sont autorisés en mode avion et elle peut utiliser le Wi-Fi. Camille compose un numéro. Une voix familière répond après une sonnerie. Pas celle de leur père, mais celle de quelqu'un qui attendait cet appel, alerté par les agents de sécurité à bord. Mademoiselle Dubois, nous sommes au courant de la situation. Une intervention est en cours. Claire n'entend que la réponse de Camille. Oui. Non. Nous allons bien. L'hôtesse insiste pour que nous quittions nos sièges. Elle nous a accusés de fraude. Le mot fraude résonne à nouveau, amplifiant la tension. Dans le cockpit, le commandant Pierre Laurent reçoit un message inhabituel de la tour de contrôle. Il le lit 2 fois, incrédule. Nous avons un problème en cabine, dit-il à sa copilote, Élise Moreau. Apparemment, quelqu'un essaie de déplacer les filles Dubois de leur siège. Élise écarquille les yeux. Les filles Dubois?
comme celle du ministre Dubois? C'est ce que dit le contrôle au sol. La sécurité nationale est impliquée. Pierre détache sa ceinture. Prends les commandes. Je dois gérer ça en personne. Il traverse la porte du cockpit avec l'autorité d'un homme qui pilote depuis 25 ans. En entrant dans la cabine, il remarque immédiatement le groupe de passagers debout, un mauvais signe. Puis il voit Claire, le visage rouge, confrontant deux jeunes femmes qui restent remarquablement calmes. « Que se passe-t-il ici » demande-t-il, sa voix de commandant coupant à travers la tension. Claire se retourne, soulagée. « Commandant, Dieu merci, nous avons un problème avec ces passagères. Les sœurs Dubois ?» demande Pierre directement. La cabine devient silencieuse. Claire bégaye. « Je. » Quoi? Non, ce ne sont pas. Pierre regarde Camille et Léa. « Mesdemoiselles Dubois, je m'excuse pour ce désagrément. Tout va bien ?» Camille hoche la tête. « Nous allons bien, commandant. » Il semble y avoir une confusion concernant nos sièges. « Aucune confusion, » déclare Pierre fermement. « Vous êtes dans vos sièges attribués. Claire, dans le galet, maintenant. » Claire suit le commandant, ses jambes tremblantes. Gérard s'effondre dans son siège, son visage passant du rouge au pâle. Sophie retourne à sa place, mais ses yeux restent fixés sur la scène, son esprit enregistrant chaque détail. Amira, toujours debout, échange un regard avec Camille, un signe de solidarité. Chloé continue de dessiner, ses croquis capturant l'intensité du moment. Maria filme toujours, son cœur battant, consciente qu'elle documente quelque chose d'important. Dans le galet, Pierre parle à voix basse mais ferme. « Savez-vous ce que vous venez de faire ?» Claire, incapable de répondre, sent le poids de son erreur. « Secret Service est déjà au courant », continue Pierre. « Le contrôle au sol est impliqué. C'est maintenant une affaire nationale. » Claire blêmit. « Nationale ? Vous avez tenté de déplacer des personnes protégées de leur siège sur la base de quoi? Une plainte d'un client? Vos propres préjugés ?» La cabine reste tendue, suspendue dans l'attente, alors que l'avion continue son vol vers Nice, portant en son sein une confrontation qui révélera des vérités inconfortables et changera des vies à jamais. La cabine de première classe, baignée dans la lumière tamisée des hublots et le bourdonnement sourd des moteurs, s'est transformée en une sorte de tribunal improvisé où les regards des passagers oscillent entre curiosité, malaise et indignation. Les mots de Claire Dupont, l'hôtesse de l'air, résonnent encore dans l'air comme une accusation suspendue. Fraude. Camille Dubois, assise au siège 3 ampères, garde un calme olympien, mais ses yeux trahissent une vigilance aiguisée, forgée par des années à naviguer dans des espaces où son nom et son apparence attirent l'attention. À côté d'elle, Léa, sa cadette, fixe Claire avec une intensité qui fait vaciller l'hôtesse. Le commandant Pierre Laurent, tout juste sorti du cockpit, impose une autorité naturelle, sa présence mettant fin au chaos naissant. « Mesdemoiselles Dubois », répète-t-il, sa voix ferme mais empreinte de respect, « vous êtes dans vos sièges attribués. Il n'y a aucune confusion ici. » Il se tourne vers Claire, dont le visage rougeau contraste avec son uniforme impeccablement repassé. Claire, dans le galet, immédiatement. Les passagers retiennent leur souffle, certains tenant toujours leur téléphone, prêts à capturer la suite de cet incident qui, ils le savent déjà, ne restera pas confiné à cet avion reliant Paris à Nice. Dans le galet, à l'abri des regards, Pierre ne mâche pas ses mots. « Savez-vous ce que vous venez de faire » demande-t-il, sa voix basse mais lourde de reproches. Claire, les mains crispées sur sa tablette, tente de se justifier. « Commandant, je pensais. Leur nom. Dubois. Ça m'a semblé. Je veux dire, elles sont si jeunes. Et leurs vêtements. Je n'ai pas pensé qu'elles pouvaient être. » Pierre l'interrompt, son regard perçant. « Vous n'avez pas pensé, c'est exactement le problème. Vous avez fait des suppositions. Sur quoi? Leur âge? Leur apparence? Leur couleur de peau? » Claire ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Les mots du commandant la frappent comme une gifle, révélant une vérité qu'elle n'est pas prête à affronter. « La sécurité nationale est déjà informée », continue Pierre. « Cet incident est en train de devenir une affaire d'État. Vous avez accusé des personnes protégées de fraude sur la base d'une plainte d'un passager et de vos propres préjugés. » Claire sent ses jambes trembler, son assurance s'effondrer. 15 ans de carrière, une réputation d'efficacité, tout cela menace de s'écrouler en un instant. « Je faisais juste mon travail », murmure-t-elle. Mais même elle n'y croit pas. Pierre secoue la tête. « Votre travail, c'est d'assurer le confort
et la sécurité de tous les passagers, pas de discriminés. Restez ici pour l'instant. Marc prendra en charge la première classe. De retour dans la cabine, l'atmosphère est électrique. Camille et Léa, toujours assises, échangent un regard rapide, une communication silencieuse qui traduit des années de complicité face à ce genre de situation. Sophie Martin, la bibliothécaire à la retraite, s'est assise à la rangée 7. Mais elle garde un œil sur la scène, son roman de Leila Slimani, oublié sur ses genoux. Elle murmure à son voisin, un jeune homme d'une vingtaine d'années, Malik, son neveu, qui voyage avec elle pour rendre visite à de la famille à Nice. Malik filme discrètement, lui glisse-t-elle. Malik, étudiant en communication et habitué des réseaux sociaux, sort son téléphone et active la caméra, veillant à rester discret. Ses doigts volent sur l'écran, lançant une diffusion en direct sur Instagram avec une légende laconique. Incident à bord d'un vol Air France. Discrimination en première classe. À la rangée 10, Chloé Moreau, l'étudiante en beaux-arts, continue de dessiner, ses croquis capturant l'expression tendue de Claire, le regard indigné de Gérard Lefebvre et la dignité tranquille des sœurs Dubois. Chaque trait de son fusain semble chargé d'une intention, comme si elle documentait une vérité plus profonde que les mots ne pourraient exprimer. À la rangée 14, Maria Gonzalez, la jeune mère portugaise, berce son fils Lucas, qui s'est endormi contre elle, sa peluche girafe serrée dans ses petits bras. Elle filme toujours, son téléphone tenu bas pour ne pas attirer l'attention, mais elle ne se contente pas de filmer. Elle télécharge la vidéo sur le Wi-Fi de l'avion et la partage avec un groupe WhatsApp de collègues activistes, accompagné d'un message « Regardez ce qui se passe en première classe ». Ce n'est pas juste. À la rangée 12, Julien Nguyen, l'entrepreneur tech, referme son ordinateur portable, incapable de se concentrer sur son code. Il se penche vers Amira Benali, la pédiatre assise à la rangée 6, qui a repris sa place mais reste vigilante. « Vous pensez qu'on devrait faire quelque chose de plus ?» demande-t-il à voix basse. Amira hoche la tête, son regard fixé sur Gérard Lefebvre, qui s'agite dans son siège 4 ampères, visiblement mal à l'aise. « Oui, » répond-elle, « ce n'est pas seulement une question de siège, c'est une question de justice. » Julien, habituellement réticent à s'impliquer dans des conflits, sent une colère monter en lui. Il n'est pas étranger aux préjugés. Fils d'immigrés vietnamiens, il a souvent dû prouver sa légitimité dans les cercles parisiens des affaires. « D'accord, » dit-il, « je vais vérifier le manifeste moi-même. » Il ouvre l'application Air France sur son téléphone et confirme ce qu'il avait déjà annoncé. C. Dubois, L. Dubois, siège 3 ampères et 3B, réservé, payé, confirmé. Gérard, entendant Julien, se redresse, son visage crispé. « Ce n'est pas possible. J'avais réservé ces sièges il y a 2 mois. » Sa femme, Isabelle, tente de le calmer, posant une main sur son bras. Gérard, arrête, tu rends ça pire. Mais Gérard, habitué à obtenir ce qu'il veut, ignore son conseil. Je veux parler à quelqu'un de responsable. Marc, le collègue de Claire, intervient depuis le galet, sa voix hésitante mais ferme. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Le commandant a déjà clarifié la situation. Mais Gérard ne désarme pas. C'est une question de principe. Ces sièges nous reviennent de droit. Amira se lève à nouveau, incapable de rester silencieuse. De droit, répète-t-elle, son ton chargé d'ironie. Le droit, monsieur, ne se mesure pas à votre statut ou à votre ancienneté comme client. Ces jeunes femmes ont payé leurs billets, tout comme vous. Pourquoi pensez-vous qu'ils valent moins? La question, posée avec une clarté cinglante, fait taire Gérard un instant. Les autres passagers murmurent, certains hochent la tête, d'autres baissent les yeux, mal à l'aise. Camille, sentant l'escalade, sort son téléphone et compose un numéro. « C'est moi », dit-elle calmement à son interlocuteur. « Oui, nous sommes en vol. Il y a un problème avec l'hôtesse, elle nous accuse de fraude et veut nous faire quitter nos sièges. » À l'autre bout, une voix professionnelle répond. « Nous sommes informés, mademoiselle Dubois. Restez calme, une solution arrive. » Léa, observant sa sœur, murmure. « Tu penses qu'il va venir ?» Camille hausse légèrement les épaules. « Il n'aime pas qu'on touche à nous. » Leur échange, discret, passe inaperçu pour la plupart des passagers. Mais Sophie, avec son sens aigu de l'observation, capte la tension subtile dans leurs gestes. Elle se penche vers Malik. « Ça va devenir intéressant », dit-elle, un sourire en coin. Malik, concentré sur sa diffusion en direct, voit les vues grimper rapidement. Des centaines, puis des milliers de personnes regardent, commentent, partagent. Des messages affluent. « C'est scandaleux.
Air France doit répondre. Soutien aux passagères. Chloé, de son côté, tourne une page de son carnet et commence un nouveau croquis, capturant le regard déterminé d'Amira et la posture défensive de Gérard. Maria, voyant l'impact de sa vidéo sur son groupe WhatsApp, décide de la publier sur Twitter, ajoutant le hashtag Rangée 3. Soudain, une annonce inattendue retentit dans la cabine. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. En raison d'une situation imprévue, nous allons effectuer un arrêt non programmé à Lyon. Veuillez rester assis et garder vos ceintures attachées. La confusion s'empare des passagers. Un arrêt à Lyon? Aucun signe d'urgence médicale ou technique. Les murmures s'intensifient, certains spéculent, d'autres consultent leur téléphone. Julien, toujours connecté à l'application de la compagnie, fronce les sourcils. Rien n'indique un problème mécanique, dit-il à Amira. Ça doit être lié à ça, répond-elle, désignant la rangée 3 d'un regard. Dans le galet, Claire, reléguée à l'écart par Pierre, sent une boule se former dans son estomac. Elle sait que cet arrêt n'est pas anodin. Elle repense à ses actions, à ses paroles, à l'accusation de fraude qu'elle a lancée sans preuve. Une partie d'elle veut croire qu'elle avait raison, que ces jeunes femmes ne correspondaient pas à l'image de la première classe, mais une autre partie, plus enfouie, commence à douter. Elle se revoit à l'école, dans son village normand, où elle avait appris à respecter l'ordre, les règles, les apparences. Était-ce cela qui l'avait poussée à agir ainsi? Elle n'a pas le temps de creuser davantage. L'avion atterrit à Lyon, et alors qu'il roule vers la porte, les passagers aperçoivent par les hublots une scène inhabituelle. Plusieurs SUV noirs stationnés sur le tarmac, des hommes en costume sombre attendant près de la passerelle. Claire est escortée hors de l'avion en premier, sans menottes, mais son visage défait trahit son humiliation. Elle ne regarde personne, ses pas lourds résonnant sur la passerelle. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La porte de la passerelle s'ouvre à nouveau, et une silhouette familière entre dans la cabine. Un murmure collectif parcourt les passagers. C'est André Dubois, ancien ministre de l'Intérieur, figure respectée de la politique française, connu pour son charisme et son engagement pour la justice sociale. Vêtu d'un costume gris simple mais élégant, il avance avec une assurance tranquille, son regard balayant la cabine avant de s'arrêter sur ses filles. « Salut papa », dit Camille, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. « On dirait que tu as fait un détour », ajoute Léa, avec un sourire espiègle. André leur rend un sourire, mais son expression se durcit légèrement lorsqu'il se tourne vers la cabine. « Mes filles m'ont appelé pour me raconter ce qui s'est passé ici, commence-t-il, sa voix grave et posée, celle qui a captivé des salles de conférences et des plateaux télévisés pendant des années. Elles m'ont parlé de ceux d'entre vous qui se sont levés pour elle, Madame Martin, Dr Ben Ali, Monsieur Nguyen et d'autres. Elles m'ont aussi parlé de ceux qui sont restés silencieux. » Son regard passe brièvement sur Gérard sans s'attarder, mais le message est clair. Ce qui s'est passé ici n'est pas unique. Cela arrive tous les jours, de différentes manières, à différentes personnes. La différence aujourd'hui, c'est que cela est arrivé à des personnes qui ont des ressources, une protection, une voix qui sera entendue. Mais imaginez si ce n'était pas le cas. Imaginez si c'était simplement 2 jeunes femmes sans père connu, sans escorte, sans recours. La cabine est suspendue à ces paroles, chaque mot pesant comme une invitation à l'introspection. Sophie, les larmes aux yeux, hoche la tête. Amira serre les poings, reconnaissant dans ces mots les combats qu'elle a menés toute sa vie. Julien, pour la première fois, sent une responsabilité plus grande que ses algorithmes. Chloé dessine frénétiquement, capturant l'émotion brute du moment. Maria, tenant toujours Lucas endormi, sent une vague de fierté d'avoir partagé sa vidéo. André continue, s'adressant directement à Sophie. « Madame Martin, vous avez dit être une ancienne bibliothécaire. Vous avez enseigné à cette cabine une leçon sur le courage, sur l'importance de parler quand quelque chose ne va pas. » Il se tourne vers Amira. « Docteur Ben Ali, vous avez apporté la clarté d'une femme qui connaît le poids des préjugés et qui refuse de les laisser passer. » Puis à Julien. « Monsieur Nguyen, vous avez utilisé la technologie pour révéler la vérité. Ces actions comptent. Elles changent les choses, un moment à la fois. » Il regarde enfin Gérard, sans colère, mais avec une fermeté mesurée. « Monsieur Lefebvre, mes filles m'ont dit que vous êtes un homme d'affaires, récemment retraité. Je sais ce que c'est que de perdre une position de pouvoir. C'est difficile, mais c'est aussi une opportunité de voir le monde différemment, de comprendre des perspectives que vous n'avez être pas considérées auparavant. J'espère que vous saisirez cette opportunité. » Gérard, incapable de répondre, baisse les yeux,
son visage blême. Isabelle, à ses côtés, pose une main sur la sienne, mais il ne réagit pas, perdu dans ses pensées. André se tourne vers ses filles. « Vous êtes prêtes à continuer jusqu'à Nice ?»« On va bien, papa, » répond Léa. « Tu n'avais pas besoin de venir. »« Bien sûr que si, » réplique-t-il avec un sourire. « C'est ce que font les pères. Mais aussi, je voulais voir si cet incident pouvait devenir un moment d'apprentissage, pas seulement pour cette cabine, mais pour tous ceux qui entendront cette histoire. » Il s'adresse une dernière fois aux passagers. « Vous avez tous des téléphones. Cette histoire va se répandre. Quand elle le fera, j'espère qu'elle le fera avec tout son contexte. Pas seulement la confrontation, mais la conversation qui a suivi. Pas seulement le problème, mais ceux qui se sont levés contre lui. Pas seulement le préjugé, mais la possibilité de devenir meilleur. Il serre la main de Sophie, d'Amira, de Julien, et pose pour quelques photos avec des passagers qui le demandent respectueusement. Puis il se prépare à partir. « Vous ne venez pas avec nous ?» demande Sophie, surprise. « Non, j'ai mon propre vol pour rentrer à Paris. Mais mes filles continueront jusqu'à Nice dans leur siège, avec la dignité et le respect qu'elles méritent, que tout le monde mérite. » Alors qu'André quitte l'avion, Gérard se lève, hésitant, et s'approche de la rangée 3. Isabelle le suit, les yeux humides. « Mesdemoiselles Dubois, commence-t-il, sa voix rauque, je vous dois des excuses. J'ai fait des suppositions que je n'avais aucun droit de faire. J'ai agi d'une manière inexcusable. Je suis désolé. » Camille le regarde longuement. « Merci de le dire. Il faut du courage pour admettre ses erreurs, surtout publiquement. » Léa ajoute. « C'est comme ça que le changement commence. En public, à voix haute, encore et encore. » Gérard hoche la tête, incapable de répondre, et retourne à son siège, le poids de ses actions pesant sur ses épaules. L'avion redécolle de Lyon, direction Nice. Les 2 heures restantes du vol se déroulent dans une étrange suspension. Le service en cabine reprend, mais une tension sous-jacente persiste. Claire, reléguée à un siège à l'arrière, fixe le vide, repassant chaque moment dans son esprit. Elle pense aux autres fois où elle a traité des passagers différemment sans se poser de questions, au jugement qu'elle a porté sur leur apparence, à la manière dont elle a imposé sa vision de l'ordre. Cette prise de conscience est écrasante. Gérard, lui, regarde par le hublot, voyant son reflet dans les nuages. L'homme d'affaires prospère. Celui qui pensait avoir tout mérité par son seul mérite. Combien de portes lui ont été ouvertes par son statut, sa couleur de peau, son genre? Il pense à son conseil d'administration, à la retraite forcée. Était-ce parce qu'il était comme Claire, trop sûr de sa propre droiture pour voir ses propres biais? Les pensées sont inconfortables, mais à 30 000 pieds, il n'a nulle part où fuir. Sophie, assise à côté de Malik, engage une conversation à voix basse. « Tu sais, ce que tu fais avec ton téléphone, ça compte. Les gens doivent voir ça. » Malik, qui regarde les milliers de vues sur sa diffusion, hoche la tête. « Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne si gros. » Amira, de son côté, commence à écrire un courriel à une collègue activiste, décrivant l'incident et proposant des idées pour une campagne sur la discrimination dans les transports. Julien, inspiré, ouvre un nouveau document sur son ordinateur et commence à esquisser une idée pour une application qui permettrait aux passagers de signaler des incidents de ce type en temps réel. Chloé, toujours plongée dans ses dessins, sent une responsabilité nouvelle. Ces croquis ne sont pas seulement de l'art, mais un témoignage. Maria, après avoir vérifié que Lucas dort toujours, consulte les réponses à son tweet. Des journalistes ont déjà repris l'histoire, demandant des interviews. Elle hésite, mais décide qu'elle racontera son rôle dans cette histoire, pour Lucas, pour qu'il grandisse dans un monde meilleur. Alors que l'avion approche de Nice, une solidarité organique s'est formée parmi les passagers. Ceux qui étaient restés silencieux au début commencent à parler, à partager leurs propres expériences de préjugés, de moments où ils auraient dû intervenir. Même ceux qui soutenaient initialement Gérard se sentent mal à l'aise, confrontés à la réalité de leurs propres suppositions. L'incident a révélé des failles, non seulement dans la cabine, mais dans la manière dont chacun perçoit l'autre. Marc, maintenant seul à gérer le service en première classe, s'approche de Camille et Léa avec une prudence nouvelle. « Puis-je vous offrir quelque chose ?» demande-t-il, sa voix teintée d'une gêne palpable. « Juste de l'eau, merci », répond Camille. Puis, avec un sourire, elle ajoute « Marc, ce n'est pas votre faute, mais la prochaine fois, parlez plus tôt. » Marc hoche la tête, comprenant la portée de ce conseil. Le vol se poursuit, mais rien n'est plus comme avant. La cabine, autrefois un espace de confort et de routine, est devenue un lieu de réflexion, de remise en question, de promesses tacites. Chaque passager,
Qu'il ait parlé ou non, porte désormais une part de cette histoire. Et alors que l'avion entame sa descente vers Nice, une question plane. Que se passera-t-il une fois au sol? Cette confrontation, ce moment de vérité à 30 000 pieds, n'est que le début d'un voyage bien plus vaste, un voyage qui transformera des vies, des carrières, et peut être même une nation. L'avion atterrit à Nice sous un ciel azur, les reflets de la Méditerranée scintillant au loin. Mais dans la cabine de première classe, l'atmosphère est tout sauf légère. Ce qui s'est passé sur le vol Air France reliant Paris à Nice, l'accusation infondée de Claire Dupont contre Camille et Léa Dubois, l'intervention des passagers, l'arrivée inattendue de l'ancien ministre André Dubois, a transformé un simple trajet en un moment charnière, un miroir tendu à une société confrontée à ses préjugés. Alors que les passagers se préparent à descendre, il n'y a pas l'habituel empressement à saisir les bagages ou à se frayer un chemin vers la sortie. À la place, une énergie singulière règne, des regards échangés, des murmures de solidarité, des promesses tacites de ne pas oublier ce qui vient de se passer. Les téléphones, toujours sortis, continuent de vibrer avec des notifications. La vidéo de Maria Gonzalez, les croquis partagés par Chloé Moreau, la diffusion en direct de Malik sur Instagram, tout cela a déjà commencé à se répandre au-delà de l'avion, alimentant un débat national. L'histoire de la rangée 3, comme on l'appellera bientôt, ne s'arrête pas à l'atterrissage. Elle devient une vague, une onde qui touche des vies, des institutions, et même la culture française dans son ensemble, révélant à la fois ses failles et son potentiel de transformation. À la descente de l'avion, Camille et Léa sont accueillis par une délégation de cadres d'Air France, leur visage marqué par une nervosité palpable. Le directeur régional, un homme en costume gris nommé Philippe Moreau, s'avance, s'excusant avec une politesse formelle mais sincère. « Mesdemoiselles Dubois, au nom de la compagnie, je vous présente nos excuses les plus profondes pour cet incident. Nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus. » Il propose des compensations, des milles supplémentaires, des surclassements gratuits. Mais Camille lève une main pour l'interrompre. « Ce n'est pas une question de milles ou de sièges gratuits, » dit-elle, sa voix claire et mesurée. « C'est une question de formation, de politique, de pratique. Assurez-vous que la prochaine personne, celle qui n'a pas un père ministre ou une escorte, ne vive pas cela. » Léa ajoute. « Nous voulons voir des changements concrets, pas pour nous, mais pour tout le monde. » Les cadres hochent la tête, conscients que cette demande dépasse les gestes habituels de relations publiques. Derrière eux, les agents de sécurité veillent, leur présence discrète mais constante, un rappel de l'importance des deux jeunes femmes. Les autres passagers descendent lentement, chacun portant le poids de l'incident à sa manière. Sophie Martin, la bibliothécaire à la retraite, marche aux côtés de son neveu Malik, qui vérifie son téléphone. Sa diffusion en direct a atteint des dizaines de milliers de vues, et les commentaires affluent, allant de l'indignation à l'admiration pour ceux qui sont intervenus. « Tu as fait quelque chose d'important, Malik, » lui dit Sophie, posant une main sur son épaule. « Mais ce n'est que le début. Continue à utiliser ta voix. » Malik, encore sous le choc de l'ampleur de la situation, hoche la tête. « Je ne m'attendais pas à ça, tante Sophie. Mais je ne vais pas m'arrêter maintenant. » À quelques pas, Amira Benali, la pédiatre humanitaire, discute avec Julien Nouin, l'entrepreneur tech. « On ne peut pas laisser ça s'éteindre, dit-elle. Il faut transformer cet incident en action. » Julien, inspiré, griffonne déjà des idées sur son téléphone pour une application qui permettrait aux passagers de signaler les discriminations en temps réel, avec un système de vérification pour éviter les abus. « Imagine, dit-il, une plateforme où les gens peuvent partager leurs histoires, mais aussi trouver du soutien, des ressources. » Amira sourit. « Tu es sur la bonne voie, Julien. Mais il faudra inclure des voix comme la mienne, comme celle de Maria, pour que ça ait du sens. » Maria Gonzalez, tenant la main de son fils Lucas, qui s'éveille doucement, descend de l'avion avec un mélange de fierté et d'appréhension. Sa vidéo, maintenant virale sur Twitter avec le hashtag Rangée3, a attiré l'attention des médias. Des journalistes de France 24 et de Libération demandent des interviews, et elle hésite, consciente que parler publiquement pourrait changer sa vie. Mais en regardant Lucas, elle décide de raconter son histoire, non pas pour la gloire, mais pour montrer à son fils qu'une seule voix, même celle d'une mère célibataire, peut faire une différence. Chloé Moreau, l'étudiante en beaux-arts, serre son carnet de croquis contre sa poitrine, ses dessins désormais partagés sur les réseaux sociaux grâce à Malik qui les a scannés et postés. Une galeriste niçoise, ayant vu ses œuvres en ligne, la contacte déjà pour organiser une exposition. « Vos dessins capturent l'âme de cet incident », lui écrit-elle. « Ils parlent plus fort que n'importe quelle vidéo.
Chloé, habituellement timide, sent une responsabilité nouvelle. Ces croquis ne sont plus seulement de l'art, mais un acte de témoignage. Gérard Lefebvre, lui, descend parmi les derniers, son visage fermé, Isabelle à ses côtés. Il évite le regard des autres passagers, surtout celui de Camille et Léa. Dans l'aéroport, il s'arrête près d'un café, fixant son reflet dans une vitre. L'homme qu'il voit, l'ancien PDG, l'homme qui croyait tout mériter, lui semble soudain étranger. Il repense aux paroles d'André Dubois, à cette invitation à voir le monde différemment. Isabelle, sentant son trouble, murmure. « Gérard, on peut changer. Ce n'est pas trop tard. » Il ne répond pas, mais une idée germe dans son esprit, vague mais insistante. Et s'il utilisait son influence, ses ressources, pour réparer ce qu'il a contribué à casser? Claire, quant à elle, n'est pas à l'aéroport. Escortée à Lyon, elle a été suspendue par Air France en attendant une enquête interne. Seule dans une salle d'attente, elle fixe ses mains, son vernis rouge écaillé, et commence à comprendre l'ampleur de son erreur. Elle pense à sa formation, à ses années de service, à toutes les fois où elle a jugé un passager sur son apparence, sans se poser de questions. La honte la submerge, mais avec elle, une lueur d'espoir. Peut-elle apprendre, changer, devenir meilleure. Dans les semaines qui suivent, l'histoire de la rangée 3 devient un phénomène national. La vidéo de Maria, les croquis de Chloé et la diffusion de Malik dominent les réseaux sociaux, les plateaux télévisés et les colonnes des journaux. Le hashtag Rangée 3 devient un cri de ralliement pour ceux qui dénoncent les discriminations quotidiennes. Air France, sous pression, annonce la mise en place du protocole Rangée 3, un programme de formation obligatoire pour tous les employés, axé sur la reconnaissance et la prévention des biais. Des extraits de la vidéo de Maria sont intégrés aux sessions de formation, accompagnés d'un message clair: aucun passager ne doit être jugé sur son apparence, son âge ou ses origines. D'autres compagnies aériennes, comme Lufthansa et British Airways, adoptent des mesures similaires, inspirées par l'incident. Les écoles de commerce et de droit commencent à inclure l'affaire dans leurs programmes, analysant les dynamiques de pouvoir et de préjugés à travers le prisme de ce vol. Les passagers, eux, continuent leur chemin, transformés par l'expérience. Sophie Martin retourne à Paris et commence à écrire un mémoire, Le courage à tout âge. Une bibliothécaire face à l'injustice. Publié 1 an plus tard, le livre devient un succès discret, mais influent dans les cercles éducatifs, utilisé dans les écoles pour enseigner l'activisme quotidien. Elle y raconte non seulement l'incident du vol, mais aussi les leçons qu'elle a tirées de ces années à observer les comportements humains dans les bibliothèques. Malik, inspiré par l'impact de sa diffusion, abandonne ses études de communication pour développer une plateforme de médias sociaux dédiée à la justice sociale, appelée Voix libre. L'application permet aux utilisateurs de signaler des incidents de discrimination et de connecter les victimes à des ressources juridiques et communautaires. Julien Nguyen, fidèle à son idée initiale, lance une application similaire, Témoignage, qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les signalements de discrimination et fournir des statistiques aux organisations de défense des droits. Il collabore avec Amira Benali, qui devient une figure de proue dans les campagnes pour l'équité dans les transports et les espaces publics. Amira, de retour à son travail humanitaire, intègre l'histoire de la rangée 3 dans ses conférences, utilisant son expérience pour illustrer comment les préjugés se manifestent dans les interactions quotidiennes. Elle crée un réseau de médecins et de professionnels de santé pour sensibiliser à la discrimination dans les services publics, travaillant souvent avec Maria Gonzalez, qui a transformé son expérience en un blog, Une mère contre l'injustice. Maria y partage des histoires de mères célibataires confrontées à des préjugés, devenant une voix influente pour les communautés immigrées en France. Chloé Moreau organise une exposition de ses croquis à Nice, intitulée Visage de la rangée 3. L'exposition attire des milliers de visiteurs, et ses dessins, d'une puissance émotionnelle brute, sont publiés dans un recueil qui devient un outil pédagogique dans les écoles d'art. Gérard Lefebvre, après un long processus d'introspection, décide de financer une bourse pour les jeunes issus de milieux défavorisés, appelée Bourse Rangée 3. Lors de la première cérémonie, il raconte l'incident, sa honte visible, mais sa détermination évidente. « J'ai passé ma vie à croire que j'avais tout mérité », dit-il au jeune récipiendaire. « Mais je n'ai jamais reconnu les portes qui m'ont été ouvertes, celles qui sont restées fermées pour d'autres. Cette bourse est ma tentative d'ouvrir ces portes. » Claire, de son côté, traverse un chemin plus difficile. Licenciée par Air France, elle lutte contre la honte publique et la perte de son identité professionnelle. Elle entre en thérapie, confrontant ses préjugés profondément enracinés. Elle finit par trouver un emploi dans une association caritative à Lyon, travaillant avec des familles immigrées. Chaque jour, elle fait face à ses anciennes certitudes.
apprenant à écouter, à questionner ses jugements. Un an après l'incident, lors d'un événement caritatif, elle croise Léa Dubois, par hasard. Son premier réflexe est de se cacher, mais elle se force à s'avancer. « Mademoiselle Dubois, je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de moi », commence-t-elle, la voix tremblante. Léa l'interrompt doucement. L'hôtesse du vol, Claire hoche la tête. « Je veux vous dire que je travaille sur moi-même. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai agi ainsi, et je m'assure que ça n'arrive plus jamais. » Léa la regarde longuement. « Le changement est difficile, mais nécessaire. Je suis contente que vous fassiez ce travail. » Ce n'est pas un pardon, mais une reconnaissance. Et Claire l'accepte comme un pas vers la rédemption. 3 ans plus tard, une conférence sur la justice sociale réunit plusieurs des passagers du vol, organisée par Sophie Martin et Amira Benali, qui sont devenues amies et collaboratrices. Elle se tient à Paris, dans un centre culturel du 11e arrondissement. Camille et Léa sont les oratrices principales, partageant la scène pour raconter leur expérience. « Ce qui s'est passé sur ce vol n'était pas unique », commence Camille. « Les personnes noires, maghrébines, celles qui ne correspondent pas à une certaine idée de qui appartient où, vivent cela tous les jours. La différence, c'est que nous avions des ressources, une voix. Mais le vrai changement est venu de vous, Madame Martin, Docteur Benali, Monsieur Nguyen, Maria, Chloé, Malik. » Léa ajoute. « Et il a continué avec ceux qui, comme Monsieur Lefebvre et Claire, ont regardé leurs erreurs en face et ont choisi de changer. » La conférence est un moment puissant, où Gérard et Claire participent à un panel sur la croissance après la culpabilité, partageant leur parcours avec une honnêteté brutale. Une jeune lycéenne, Aïcha, inspirée par l'histoire de la rangée 3, raconte comment elle a confronté une discrimination dans son école, utilisant la vidéo de Maria comme preuve que le courage peut changer les choses. Les participants sont invités à écrire des engagements sur des cartes, affichées sur un mur intitulé « Les promesses de la rangée 3 ». Gérard écrit « Je m'engage à utiliser ma richesse et mon influence pour créer des opportunités pour ceux qui en ont été exclus. » Claire écrit « Je passerai le reste de ma vie à apprendre des communautés que j'ai autrefois jugées. » Sophie promet « Je ne resterai jamais silencieuse face à l'injustice. » Amira s'engage à former d'autres professionnels à reconnaître les biais. Julien promet de développer des technologies pour la justice. Maria écrit « Je raconterai les histoires des invisibles. » Chloé promet de continuer à utiliser son art pour témoigner. Malik s'engage à amplifier les voix marginalisées. Les cartes s'accumulent. Des centaines de promesses, certaines tenues, d'autres oubliées, mais l'acte de les écrire, de les dire à voix haute, compte. 5 ans après le vol, un documentaire, La rangée 3. Un vol pour le changement est réalisé. Il inclut des interviews des passagers, des reconstitutions de l'incident et des analyses d'experts sur la race, les privilèges et le changement social. Le moment le plus poignant est une conversation entre Claire et les sœurs Dubois. « Je vous ai détesté ce jour-là, » admet Léa. « Pas seulement pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous représentiez, toutes les fois où on m'a dit que je ne méritais pas ma place. » Claire, les larmes aux yeux, hoche la tête. « Vous aviez raison de me détester. J'ai détesté celle que j'étais quand j'ai compris ce que j'avais fait. » Camille intervient. « La haine ne crée pas de changement. La responsabilité, oui. Le travail que vous faites maintenant, ça compte. Elles ne s'embrassent pas, ne deviennent pas amies, mais elles atteignent une compréhension. Le changement est possible, même après les erreurs les plus graves. » Le documentaire remporte des prix, est diffusé dans les écoles et devient une référence dans les discussions sur les privilèges en France. Mais son impact va au-delà. Il inspire des actes de courage quotidiens. Une enseignante à Marseille intervient contre une discrimination envers un élève maghrébin. Un manager à Lyon protège une employée noire d'un traitement injuste. Une adolescente à Toulouse filme un incident raciste, entraînant des réformes dans son lycée. Chaque action crée des ondes, amplifiant le message de la rangée 3. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses, un moment à la fois. Alors que les années passent, Camille et Léa continuent leur chemin. Camille dans l'activisme politique, Léa dans le cinéma documentaire, racontant des histoires de héros ordinaires. Mais elle porte toujours en elle le souvenir de ce vol, de ces étrangers devenus alliés, d'un moment où le courage a triomphé du silence. Et dans chaque coin de France, dans chaque cabine d'avion, dans chaque espace public, l'héritage de la rangée 3 persiste. Une invitation à choisir le courage, à questionner ses biais, à transformer l'injustice en opportunité de croissance. L'affaire de la rangée 3 est une leçon puissante sur le courage et la responsabilité. Elle montre que les préjugés, même inconscients, peuvent blesser.
mais que chacun a le pouvoir d'agir face à l'injustice. En France, où l'égalité est une valeur centrale, cette histoire nous rappelle de questionner nos jugements et d'écouter les autres. J'ai appris qu'un simple geste, parler, filmer, dessiner, peut changer des vies. Dans la vie quotidienne, je m'engage à être vigilant, à défendre l'équité et à transformer les moments d'injustice en opportunités de progrès. Si cette histoire vous a touché, likez et partagez cette vidéo pour amplifier son message. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Laissez un commentaire. Où regardez-vous cette vidéo? Avez-vous vécu votre propre moment de rangée 3? Votre voix compte. Ensemble, faisons de chaque instant une chance de créer un monde plus juste.